Hey tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Prise de vue où cette semaine on parle de 2 films et ça a passé proche qu'on en parle de 3 parce que j'ai presque, il manquait pas grand chose, il manquait en fait juste un peu de temps pour aller voir Toxic Adventure, Unrated Version qui sortait en fin de semaine au cinéma avec Peter Dinklage. Malheureusement, j'ai pas eu le temps. J'étais vraiment intéressé d'aller le voir, mais ma femme voulait aller voir The Roses, un film de Benedict Cumberbatch, Doctor Strange lui-même et Olivia Colman. Fait que c'est ce film-là qu'on a été voir. Mais j'ai quand même pris le temps aussi d'écouter The Thursday Murder Club sur Netflix, film qui sortait aussi la semaine passée. Il y avait quand même tant du côté streaming que du côté cinéma, un bon nombre de films qui sortaient ce fin de semaine-ci. Il y a aussi Cause Stealing de Austin Butler, qui avait l'air quand même assez intéressant. J'étais un peu curieux, mais je vais juste attendre qu'il est disponible dans quelque part sur Netflix ou Amazon. Ça fait que, malheureusement, non, j'ai pas eu le temps d'aller voir The Toxic Avenger. En fin de semaine, c'était ma fête aussi. Le gars vient de tourner 50, puis là, c'était la fête du travail, puis j'étais occupé avec d'autres projets aussi. Ça fait que, on va parler quand même de 2 films, avec le premier, comme je viens de dire, le film The Thursday Murder Club, un film disponible sur Netflix, dont je donne quand même un 6.5 sur 10. C'est un film qui appartient au streaming. Netflix, c'est la bonne place pour le voir. Je pense pas que ça aurait été une bonne idée de sortir ça au cinéma. Je pense pas que ça valait la peine de voir ça sur grand écran. C'est vrai que Netflix, c'est parfait. Un film quand même qui met en vedette Helen Mirren, Ben Kingsley, Pierce Brosnan. Il y a aussi Tom Ellis qui jouait Lucifer de la série Lucifer, puis aussi David Tennant qu'on a pu voir dans Doctor Who et aussi Jessica Jones. Donc quand même un cast assez intéressant pour un film de streaming. C'est basé sur un roman que j'ai pas lu et que jusqu'à là je connaissais pas, mais un film qui m'a diverti, que j'ai bien aimé, que je trouvais qu'il vaut la peine d'être vu. Si t'es fan de Meurtre et Mystère, ça pourrait être un film pour toi. Un film que j'osais espérer qu'elle allait être un peu parallèle avec l'excellent Knives Out qui est sorti en 2019. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il m'a déçu sur certains points, mais quand même, si tu me demandes ce que je te recommande de l'écouter, si t'as rien à faire, bah oui, écoute-le, il est sur Netflix, il est là pour toi. L'histoire, ça se passe du côté de l'Angleterre, dans une maison de retraités, un genre de château qui s'appelle Cooper's Chase, où on a 3 retraités dans Helen Mirren, Pierce Brosnan et Ben Kingsley, qui, eux, à temps perdu, s'amusent à essayer d'élucider, de résoudre des mystères de crimes, comme des meurtres, qui n'ont pas été résolus, ce qu'on appelle en anglais des cold cases. À un moment donné, il y a une femme qui arrive qui vient juste de déménager dans la pension de retraités, dans le pensionnat, et elle est une ancienne infirmière. Ça fait que le groupe pense qu'elle serait un bon ajout justement pour ce groupe-là, pour les aider à regarder les photos, où il y a des blessures, où il y a du trauma, des affaires de même. Mais à travers de ça, pour Cooper's Chase, le pensionnat de retraités, bien, ça appartient à 2, 3 personnes un peu croches, pour ne pas dire beaucoup croches. Et là, on décide qu'on veut vendre le terrain, relocaliser les personnes âgées, les retraités, et faire de quoi avec ce terrain-là qui ferait plus d'argent. Là, le problème, évidemment, c'est que les retraités, eux, ne veulent pas être relocalisés. Ils sont heureux là où ils sont, ils ont leur ami, ils ont leur routine, tout. Ça fait que là, il y a une chicane qui vient de ce côté-là, jusqu'à un moment donné qu'il y a un personnage qui se fait assassiner, et là, le Thursday Murder Club ont un vrai meurtre tout frais, live là, et ils sont déterminés à aider la police à résoudre c'est qui aurait tué la personne, avec la police, bien sûr, qui veut rien savoir de ces retraités-là, parce qu'ils savent que écoute, ça peut être dangereux, puis ils n'ont pas l'expérience de pouvoir les aider. Ça fait que c'est pas mal ça l'histoire en gros pour Thursday Murder Club. Film que je vous disais, c'est divertissant, drôle par moment, mais au côté meurtre et mystère, je trouve que c'est là que ça atteint pas sa cible, là, parce que en aucun temps vraiment, je trouve que tu te poses la question à savoir, ok, c'est qui a commis le crime. On dirait que t'es juste comme, ben, je vais attendre de voir comment où l'histoire va, puis comment tout se dévoile, puis à la fin voir c'est qui va révéler comme étant le meurtrier ou la meurtrière. Ça fait que, tu sais, dans ce côté-là, je trouvais que ça manquait d'options pour nous autres pour savoir, c'est cette personne-là, ou c'est cette personne-là, parce qu'habituellement, dans les meurtres et mystères, que ce soit à la télévision ou au cinéma, quand c'est bien fait, ben c'est ça, tu vas te poser la question, c'est-tu cette personne-là, c'est-tu celle-là? Si on va t'offrir 3, 4 suspects puis créer le doute tout le long de l'histoire pour te faire guesser, te faire deviner jusqu'à la fin pour révéler le ou la criminelle, puis là, t'es comme toi,
tu dis comme ah j'avais raison ou ah j'avais tort, je l'avais pas vu venir. Puis là, ce film-là, ça arrive pas. On essaye de trop d'en faire d'ailleurs pour essayer de donner des mystères, mais on n'a pas assez pour le faire. Comme à mi-chemin, il y a un autre personnage qui est assassiné. Puis là, c'est comme, oh, de quoi ça ajoute de la profondeur à l'histoire, mais on passe tellement vite à autre chose que par la fin du film, quand on vient à élucider le miroir, le mystère, t'es comme, hein, qui, quoi? Ah oui, c'est vrai, le deuxième personnage, ah, je l'avais oublié parce qu'on avait complètement passé à autre chose. On y va quand même dans une certaine profondeur, surtout du côté du personnage de Helen Mirren dans leur vie privée, avec elle que son mari est là, mais commence à souffrir de démence, donc elle doit dealer avec ça, en plus de la possible relocalisation, puis c'est une raison pourquoi aussi qu'elle veut rester à Cooper's Chase, parce que son mari est bien là, puis ils se voient tous les deux finir leur jour à la place là, entourés de leurs amis. Mais c'est quand même un film qui est le fun. Puis je veux dire, t'as Helen Mirren, t'as Ben Kingsley, t'as Pierce Brosnan. Ça fait que t'as un gros casting de Hollywood qui est là, puis les trois, je veux dire, c'est des vétérans du cinéma, ils savent comment travailler ensemble. Tu vois qu'il y a encore une belle énergie puis une belle chimie entre les trois. Ça fait que même si du côté mystère, je trouve que ça n'atteint pas sa cible, le film est quand même intéressant parce que les personnages sont intéressants. Puis t'es quand même curieux de voir c'est où qu'il va se rendre, c'est qu'est-ce qui va se passer avec justement leur avenir. Autre chose aussi, par exemple, qui m'a déplu du film, c'est que tu sais, au début, quand on a comme le premier acte, habituellement, c'est des scènes de situation pour nous montrer l'univers dans lequel on est, nous présenter les personnages, d'où ils viennent, leur passé. Puis à une couple de places, on a comme foreshadowé certains personnages comme des méchants qui parlent que il est entraîné dans les arts martiaux mixtes puis qui sait comment se défendre puis tout ça. Puis là, du côté des bons, ben il y en a aussi qui est un ancien combattant de la UFC puis qui se bat plus parce qu'il est blessé. Ça fait comme oh, on va peut-être aller quelque part avec ça parce qu'on met beaucoup d'emphase là-dessus. Finalement, non, il se passe rien de ce côté-là. Puis même la seule fois où on essaie de créer le doute à savoir qui aurait pu commettre ces crimes-là, on accuse une personne, mais on est à mi-chemin dans le film, puis le film est à peu près 2 heures, ça fait que tu sais qu'il n'y a pas cette personne-là, puis c'est abandonné assez vite. Ça fait que du côté meurtre et mystère, je trouvais que le film attendait pas sa cible comme je pense qu'on aurait aimé, mais côté divertissement, c'est juste assez pour que je peux vous dire que écoute, tu n'as rien à faire, puis tu veux avoir de quoi avec des légendes de Hollywood, Thursday Murder Club est sur Netflix pour toi, puis je te le recommande pour si tu veux passer une petite soirée bien relax. Et après, on y va côté cinéma. Du côté du cinéma, où je me suis déplacé pour aller voir le film The Roses. C'est un film que possiblement j'aurais pas été voir pour moi-même. C'est vraiment ma femme qui voulait aller voir, puis je le regrette pas parce que je l'ai aimé, parce qu'à la fin de la journée, j'y donne quand même un solide 7 sur 10. J'étais curieux parce que The Roses, c'est basé comme The Thursday Murder Club, c'est basé sur un roman qui s'appelle The War of the Roses, qui était paru au début des années 80, 81, si je me trompe pas. En 89, on a eu une première adaptation cinématographique qui met en vedette Michael Douglas, Kathleen Turner et aussi Danny DeVito. DeVito, d'ailleurs, qui était le directeur pour ce film-là. Et la prémisse assez simple, deux personnes qui se rencontrent, tombent en amour, c'est le coup de foudre pas mal en partant, se marient, ont des enfants, se créent une vie ensemble et là, veulent divorcer. Et c'est un divorce qui est assez rough parce que à travers justement la vie qu'ils se sont bâtis, ben ils ont réussi à avoir leur maison de rêve, puis les deux veulent la maison et c'est là la grosse chicane du divorce. Et c'est ce qu'on appelle, surtout du côté du premier film de 89, une dark comedy. C'est en fait plus dramatique qu'humoristique, mais il y a quand même un certain niveau d'humour, mais c'est quand même assez dark. Puis moi, je l'avais vu quand j'avais 13-14 ans, puis j'étais clairement pas assez mature pour comprendre l'ampleur de l'histoire au complet avec la détérioration du couple, le divorce et tout ça. Puis je me souviens que la fin m'avait marqué parce qu'il y avait quand même des aspects drôles au film et ça finit de façon assez dramatique. Fait que j'étais curieux à savoir si The Roses, adaptation 2025, qui semble plus légère, puis qu'en fait, qui est plus légère, surtout du point de vue humoristique que l'original de 89, je me demandais si ça allait se terminer de la même façon, et je peux vous dire oui, mais quand même avec un aspect un peu plus positif. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben là, je ne veux pas rien ruiner. Si vous voulez savoir, il va falloir que vous allez voir le film. Là où l'original 89, on allait assez vite dans la portion divorce et chicane d'anciens couples qui sont prêts à tout pour avoir la maison. Dans The Roses, là, je trouve qu'on
on prend plus de temps à se rendre là. On focus plus justement sur la détérioration du groupe. Pas du groupe, mais du couple, je devrais dire. Autre changement aussi, dans l'original, les personnages de Roses, parce que War of the Roses, c'est parce que c'est le Rose, c'est le nom de famille des personnages principaux. C'était Oliver Rose et Barbara Rose dans la nouvelle version avec Benedict Cumberbatch et aussi Olivia Colman, c'est Theodore Rose et Ivy Rose. Le film qui met aussi en vedette quand même Andy Samberg, Monsieur Jake Peralta de Brooklyn Nine-Nine et Kate McKinnon, actrice qui, d'après moi, tant qu'à moi personnellement, n'a pas encore eu son dû, le dû qu'elle mérite, parce que c'est quelqu'un de très divertissant, de très drôle. Chaque fois qu'elle joue dans un film, que ce soit le personnage principal ou secondaire, elle apporte toujours beaucoup, surtout du point de vue humoristique. Puis dans ce film-là aussi, elle livre la marchandise parce que elle et Sandberg, qui jouent un couple dans ce film-là, qui sont aussi des personnages secondaires, apportent surtout du point de vue humoristique parce qu'elle est comme un couple que ça fait plusieurs années qu'ils sont ensemble. Ça semble de plus trop aller bien ensemble, mais on a l'air de s'aimer pareil. Ça fait quand même une drôle de dynamique. Mais le film, justement, dans l'original 89, là, où Oliver Rose était un avocat qui, justement, essaie de se bâtir une carrière, dans l'original 2025, ça commence du côté de Londres, en Angleterre, avec Theodore Rose, qui est un architecte qui travaille avec une compagnie, puis il est pas heureux là, puis à un moment donné, quand il y a une genre de célébration dans un restaurant ou un bar pour un building qu'ils ont bâti à quelque part en Angleterre. Lui, il est vraiment déçu parce qu'on ne l'a pas écouté. Fait la rencontre de la cuisinière Ivy Rose. Les deux se parlent et dans l'espace d'une minute et demie, 2 minutes, tombent en amour. Et là, ça y est, les crédits, c'est de Rose. Ça dit qui ça m'en vedait, c'est qui a dirigé le film. Et là, après ça, on se rend du côté des États-Unis, plusieurs années plus tard, parce que les deux ont déménagé aux États-Unis pour poursuivre leur rêve. Lui, de devenir architecte avec sa propre compagnie et elle, devenir chef cuisinière avec son propre restaurant. Lui, il a réussi de son côté, mais eux, ils ont 2 enfants, puis elle a mis son rêve un peu sur pause pour justement s'occuper des enfants à la maison. Mais tu vois tout de suite dans les premières scènes de mise en situation qui sont heureux ensemble. C'est une famille qui est dynamique, qui sont l'un pour l'autre, travaillent en équipe. Puis même qu'à un point, Theodore Rose veut justement que son épouse Ivy réalise son rêve. Ça fait qu'elle achète une bâtisse où elle peut ouvrir son restaurant, puis juste comme c'est l'ouvrir 2-3 fois par semaine, question de se remettre dedans puis cuisiner pour justement de la clientèle qui serait intéressée à goûter ce qu'elle offre. Et à un moment donné, pendant une tempête, une journée, une soirée où il y a une tempête, les rôles sont comme inversés où lui, sa carrière d'architecte excusez-moi, s'écoule littéralement et elle, sa carrière en tant que chef cuisinière avec son restaurant explose. Ça fait que pour un moment donné, on décide, ben écoute, lui, il va rester à la maison avec les enfants à son tour et elle va continuer à travailler parce que sa carrière va exploser puis ça va aider à payer les billes. Puis ça fait qu'ils sont d'accord avec ça. Puis qu'est-ce qui est censé être temporaire dure sur plusieurs années et les deux commencent à, comment tu dis ça en français, du resentment, commence à saillir lentement mais sûrement. C'est le processus est pas instantané, c'est parce que lui est jaloux de la carrière qu'elle a et elle est jalouse qu'elle peut pas autant passer du temps à la maison avec les enfants, puis elle aime pas aussi la façon dont il élève les enfants, la façon dont les discipline. Ça fait que là, ça crée de la friction, mais les deux s'aiment encore, ça fait qu'ils essayent justement de faire marcher ça, puis de pas au-dessous de ça, puis là, ils essayent de faire des choses romantiques, mais il y a rien qui marche. Ça fait que là, à un moment donné, lui, il décide qu'il veut redevenir architecte, puis elle a dit, ben là, avec les enfants encore, ben pourquoi pas tu ne bâtis pas notre maison de rêve, la maison que tu veux qu'on vit dedans, toi, bâtis-le, je te fais confiance. Et c'est de là qu'est la fameuse maison qui est encore point culminant de l'histoire War of the Roses, parce que là, il bâtit la maison, mais leur relation s'améliore pas, même si ça continue à se détériorer jusqu'à un moment donné. Comme dans l'original, là, on demande pour un divorce et les deux veulent se battre pour la maison et sont prêts à se battre. Fait que c'est un film que j'ai trouvé bien divertissant. Si tu te cherches de quoi écouter, si tu veux sur une date avec ton ou ta partenaire, c'est le film pour, c'est le fun. Tous les deux, vous allez vous enjoyer. Il n'y a pas des jokes au pouce carré, mais il y a quand même un bon rythme humoristique à travers le film. J'ai ri à plusieurs places. Comme je disais, Andy Samberg puis Kate McKinnon font vraiment une bonne job en tant que personnage secondaire. Et aussi, Benedict et Olivia ont vraiment une excellente chimie ensemble. Ils travaillent vraiment bien ensemble. Puis
tant du côté des chicanes que du côté humoristique. T'es toujours vraiment intéressé à savoir qu'est-ce qui va se passer entre les deux personnages. Ça fait que vraiment un film que j'ai aimé. Comme je disais, j'aurais aimé qu'on y va plus vite du côté divorce parce que c'est vraiment ça, justement, le point intéressant de l'histoire pour War of the Roses, c'est quand les deux veulent la maison et se font des coups de cochon et s'arrêtent pas. C'est vraiment, vraiment méchant et cruel. Mais pour l'adaptation 2025, j'ai trouvé qu'on a été assez vite là-dedans. Puis justement, quand ça tombe dans la portion de divorce et chicane pour la maison, là, c'est fait à partir de montages. Des montages humoristiques, mais d'après moi, j'ai trouvé que ça allait un peu trop vite personnellement parce que c'était vraiment justement le point culminant de l'histoire, les voir se divorcer et voir qu'est-ce qu'il était prêt à faire pour blesser son ex-amoureux, amoureuse. Mais film que je dirais pas qu'il m'a surpris. C'est avec le casting qu'il y avait, je m'attendais quand même de quoi de qualité. Puis je pense que ça nous a été offert avec The Roses. Ça fait que c'est au cinéma. Puis comme je vous disais, si vous allez sur une date, c'est le film qui, d'après moi, vous ne décevra pas tant toi que ton ou ta partenaire. Ça fait que The Roses au cinéma. Je sais qu'au box-office, il n'a pas fait de grand premier week-end. Je pense qu'il est en 5e place, là, mais sur un budget de 17,2 millions, d'après moi. Si le bouche-oreille est bon, d'après moi, il devrait, sans trop faire de profit, il devrait quand même être assez pour ne pas être considéré comme un flop. Puis là, je voulais parler un peu de nouvelles. Je l'ai fait la semaine passée, puis il y a 2-3 personnes qui m'ont messagé. Hey, c'est le fun que tu parles de nouvelles aussi avec ça. Continue, ça fait comme de quoi de plus que les critiques. Ça fait que oui, il y a certaines nouvelles qui m'intéressent. En partant que le box-office ou le film Weapons, excellent film. Encore une fois, je l'ai dit la semaine passée, puis je le redis, si t'as pas encore été voir Weapons, qu'est-ce que t'attends? Excellent film avec une excellente histoire, excellente façon d'avoir raconté cette histoire-là. J'ai vraiment aimé Weapons. Si t'as écouté la critique, justement, mon seul point négatif, en fait, j'avais comme 2 points négatifs, mais un des plus gros, c'était le personnage de Gladys, personnage quand même assez important dans le film, avait pas de background story, il n'y avait pas d'histoire d'origine avec elle, elle arrivait un peu de nulle part dans le film, puis t'aurais aimé d'en savoir plus parce que le personnage est extrêmement intéressant. Mais là, apparemment que on serait intéressé à faire un prequel où ça serait justement focusé sur les origines du personnage de Gladys. Ça fait que si c'est pour arriver, ben là, Weapons devient un film quasi parfait parce que tout va être justement encadré, puis tous les points que l'on voulait pour que ce film-là soit quasi parfait, ben là, ça va être atteint, ça va être coché. Ça fait que j'espère que ça va arriver, puis si c'est pour arriver, ça sera pas pour tout de suite parce que le directeur Zach Cregger, si je me trompe pas, est présentement pour travailler sur un film pour Resident Evil, pour un reboot de cette franchise-là, qui est basé sur une franchise de jeux vidéo très populaire. On a eu une franchise de films qui a été correcte dans la dernière décennie. Puis là, je pense qu'on veut justement relancer cet univers-là parce que jeux vidéo qui ont un peu de popularité à la télévision dernièrement, surtout avec The Last of Us sur Crave, et aussi Twisted Metal dans la 2e saison est maintenant disponible au complet sur Paramount Plus avec Anthony Mackie et Stephanie Beatrice et Samuel Joe aussi, le lutteur qui joue dans cette série-là. Excellente série, très drôle. Je suis pas familier avec le jeu vidéo, mais j'ai écouté les 2 saisons de Twisted Metal et vraiment, j'ai apprécié ça. J'espère qu'il y a une 3e saison qui va s'en venir à un moment donné. Pour Last of Us, oui, il y a une 3e saison qui s'en vient à un moment donné en 2027. Ça fait que curieux de voir ce que Resident Evil 2026 va nous offrir, puis à savoir que j'espère qu'on va confirmer qu'en effet, on va avoir un film sur le personnage de Gladys qu'on a connu dans le film Weapons. Autre chose aussi, le film Good Boy, dont je vous avais parlé la semaine passée, qui est un film d'horreur qui sort au mois d'octobre, qui va être qui s'en va sur le point de vue d'un chien. Son maître qui va être attaqué par des forces surnaturelles, puis ça va être avec son chien, justement, je pense, d'essayer de l'aider. En tout cas, on a eu une première bande-annonce, ça a l'air vraiment intéressant. C'est un film indépendant, mais a eu tellement de buzz sur le web qu'on a décidé qu'il allait avoir une sortie internationale au début octobre. Si je me trompe pas, c'est le 3 octobre. Puis j'espère donc de cette façon-là qu'il va jouer à Moncton parce que je veux vraiment le voir. Comme je dis aussi la semaine passée, vous pouvez aller sur le site bloodydisgusting.com et chercher l'article où on parle du film et cliquer sur la photo du chien. Et là, ça va vous dire si le chien meurt ou pas à la fin du film parce que le monde était en panique. On avait les mimes à la John Wick qui étaient partout. C'était bien drôle. Puis juste pour te donner une idée, c'est les producteurs, réalisateurs, directeurs, tout ça, ont dit, OK, ben, on va vous donner la chance on va vous spoiler la fin. Parce que si vous n'allez pas dormir avant la sortie du film, c'est encore comme d'un mois d'ici, là. Ça fait que si ça peut vous calmer, vous pouvez aller cliquer sur la photo. Moi, de mon côté, écoute,
je suis réaliste, je sais que c'est un film, je sais que c'est du divertissement, je sais qu'aujourd'hui, le chien, il est à quelque part encore en vie. Ça fait que si ça fait tuer à la fin, c'était du CGI ou une marionnette. Tu sais, là, ça fait qu'à un moment donné, hein, du cinéma, c'est du cinéma. C'est comme le chien de John Wick, ils l'ont pas tué là. Tu sais, là. Mais tu peux voir la fin si ça stresse vraiment. Bloodydisgusting.com, c'est le site à aller visiter. Pour te spoiler, good boy. Pendant le film qui s'en venait au mois d'octobre aussi, on a appris que Mortal Kombat 2 a été repoussé au mois de mai. Warner Brothers qui a dit comme excuse qu'il voulait comme capitaliser sur un printemps assez relax côté cinéma pour pouvoir justement faire le plus de cash possible avec ce film-là. D'après moi, je pense que le mois d'octobre aurait été parfait parce que c'est le mois d'Halloween. Mortal Kombat qui est assez graphique et violent, je pense que c'était vraiment le temps parfait selon moi, mais je sais qu'il y a quand même des gros films qui sortent justement à l'octobre. Puis je pense qu'on voulait pas trop compétitionner avec d'autres, juste au cas que l'intérêt est plus là, parce qu'on a eu, dès les années 90, on avait eu 3 films Mortal Kombat que je t'invite à skipper. Mais là, après ça, quoi, 2021, 2022, on a eu un premier Mortal Kombat qui était vraiment bon, qui m'avait surpris. Ça fait que j'étais curieux de voir justement le deuxième, là, que je pensais que j'allais voir au mois d'octobre, mais là, il va falloir que j'attends en 2026. Mais j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va nous offrir. Et aussi, on sait aussi que Carl Urban va être celui qui va jouer le rôle de Johnny. Je me rappelle plus du nom de famille de Johnny dans Mortal Kombat. Mortal Kombat, au cas où vous ne connaissez pas, c'est aussi c'est une franchise de jeux vidéo née dans les années 90, très populaire, et surtout reconnu pour son niveau de violence et de gore qui ne fait que justement se surpasser de jeu en jeu. Même, je ne sais pas si c'est encore là, mais à un moment donné, il y avait un documentaire sur Netflix qui parlait de la création du jeu vidéo, puis c'est quand même assez intéressant à savoir pourquoi justement le jeu est fait pour venir exister puis à quel point c'est devenu populaire aujourd'hui. Fait que c'est ça, Mortal Kombat va être en 2006 et pas 2006 mais plutôt 2026 et parlant de 2026 mercredi. Demain mercredi, on devrait avoir la première bande-annonce pour 28 Years Later de Bone Temple, la suite de 28 Years qu'on a eu cet été. Excellent film que j'ai vraiment apprécié. J'ai hâte. Il sort le 23 septembre en 4K, puis c'est sûr que je vais me l'acheter pour le réécouter de nouveau. J'ai vraiment aimé ça. J'aime cette franchise-là. 28 Days Later, 28 Weeks Later. Vraiment le fun que l'univers continue avec ce film-là qui sort au mois de janvier. On a eu des premières images sur bloodydisgusting.com que vous pouvez aller voir, mais bonne annonce officielle pour 28 Years Later, Bone Temple. C'est demain. Là, je parle pas mal juste de films d'horreur, mais là, c'est en approche de l'Halloween, puis c'est pas mal des films qui vont sortir pour les prochaines semaines, parce qu'on a en fin de semaine The Conjuring Last Rites, que je vais voir vendredi en soirée, que ça va être le film dont je vais vous parler la semaine prochaine, que j'ai bien hâte de voir, puis je vais vous parler aussi plus en détail de la grosse univers qu'est The Conjuring, qui existe quand même depuis 2013, puis un univers d'horreur qui existe quand même, et basé sur des faits réels. Fait qu'on va en parler avec plus de détails, comme je disais. À part de ça, il y a The Long Walk aussi qui s'en vient dans 2 semaines. Film basé sur un roman de Stephen King, dont j'ai hâte de voir, ben curieux. Il y a aussi Spinal Tap, ça c'est pas erreur, là, c'est comédie. Spinal Tap, The End Continues, qui s'en vient, je pense, même fin de semaine que The Long Walk. Ça fait qu'il y a encore des choses intéressantes qui s'en viennent pour le reste de l'année. Comme je l'avais parlé la semaine passée aussi, le film Frankenstein de Guillermo del Toro, qui va être au mois de novembre sur Netflix, devrait jouer dans des salles de cinéma au mois d'octobre. Je ne sais pas si ça va être site à Moncton aussi, mais j'espère que oui, je me croise les doigts parce que ce film-là, juste d'après la bande-annonce, ça mérite d'être vu sur écran géant. Là, ça fait que j'espère que oui, parce que Frankenstein fait partie des Universal Monsters. Puis comme vous le savez, moi, yes, c'est mes films préférés. Ça fait que là-dessus, on va se parler la semaine prochaine pour The Conjuring Last Rites.